Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite du cours sur les probabilités en terminale. Cette fois, l'étude de la loi normale centrée réduite. Toujours avec des variables aléatoires continues, on est dans le monde du continu. Alors, dans quel contexte on va l'utiliser? En général, pour des phénomènes naturels très fréquents. C'est pour ça qu'on dit loi normale. J'aime bien prendre un petit peu cet exemple-là. On imagine que, voilà, on va au bord de la mer. Hein. On a passé pas mal de dunes et on arrive par un petit chemin, hop, en respectant bien les zones du littoral, ici, là, les dunes, sur lesquelles on ne marche pas pour protéger. Donc on arrive par là. Les premières personnes qui arrivent, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de venir le plus près, avec la distance la plus courte. Puis petit à petit, voilà, les gens se disent, bon là j'y vais encore, là j'y vais encore, puis après ça fait un peu loin, donc on se met comme ça. Et souvent même, il arrive un moment où c'est difficile de rentrer. Hein. Alors les plus courageux partent de ce côté-là, puis après il y en a de moins en moins. Hein, voilà. Bon, eh bien, cette distribution, ça représente ce qu'on appelle une loi normale, c'est-à-dire une courbe en cloche, comme ça, avec une répartition, alors on verra après, hein, ici, là, des individus, beaucoup plus importante autour de ce qu'on appelle, enfin, ce qui est la moyenne. Ici, si on définit un axe, ça sera la moyenne. Alors, dans le cas de la loi normale centrée réduite, on va se débrouiller pour amener la moyenne à 0. Et l'écart type de cette distribution, on se débrouille aussi pour l'amener à 1. Après, on verra comment on se débrouille pour l'amener à 1. Donc là, pour l'instant, on va étudier la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire avec une moyenne à 0 et un écart type égal à 1. Et bien donc, voilà une situation normale, assez classique. Et bien, ce genre de situation suivent la variable aléatoire qui représente ce genre de situation suit la loi normale centrée réduite. D'une manière générale, la loi normale s'applique à des variables aléatoires continues dépendant de nombreux facteurs indépendants. Là, qu'est-ce qu'il y a comme facteur indépendant? L'envie de marcher ou de pas, de s'approcher de la mer ou pas, s'il y a du vent, s'il n'y en a pas, s'il y a du monde, s'il n'y en a pas, si on est avec des amis ou si on est seul, etc. Hein, dont les effets, tous les effets, dont les effets s'additionnent. Mais en fait, aucun n'est prépondérant. Hop là. Les intervalles de tolérance, les répartitions autour d'un point visé. Alors là, voilà, le point visé, c'est la mer. La taille d'un individu, la taille d'un bébé à la naissance, voilà, le taux de cholestérol, des erreurs de mesure, voilà, tout ça, ce sont des phénomènes qui suivent, dont la variable aléatoire qu'on définit suit la loi normale centrée réduite. Alors je vous ai parlé de la moyenne, en fait, en probabilité, on parle plutôt d'espérance et d'écart type pour cette variable aléatoire. Cette variable aléatoire grand Z. Alors vous verrez pourquoi on fait cette opération, mais si donc j'ai une variable aléatoire grand X qui a pour espérance ou moyenne un mu et pour écart type sigma, la variable aléatoire grand Z qui va suivre cette loi normale, eh bien à partir de X, elle s'écrira X moins mu divisé par sigma.
C'est-à-dire que si au départ j'ai une variable aléatoire grand X qui a pour espérance 2 et pour écart type 1,5, eh bien grand Z, la variable aléatoire, sera égale à grand X moins 2 sur 1,5. Et elle aura pour espérance 0 et pour écart type 1. Voilà. Alors, définissons maintenant qu'on a vu le contexte, on reverra comment on passe justement de cette variable aléatoire grand X quelconque à cette variable aléatoire, enfin pas vraiment quelconque d'ailleurs, qui suit la loi normale mu sigma, et comment on arrive à cette variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Alors, voyons maintenant la définition qu'on peut donner de cette loi normale centrée réduite. Alors, on la note d'une manière générale avec un n cursif 0 et 1. Un petit point virgule pour éviter de confondre avec 0,1. Et à ce moment-là, la probabilité sur un intervalle AB, si x appartient à l'intervalle AB, maintenant vous avez l'habitude, c'est l'intégrale de A à B. Alors là, la fonction densité est un petit peu particulière. Ça sera 1 sur racine carrée de 2pi, voilà, exponentielle de moins x carré sur 2. C'est x carré qui est sur 2, moins x carré, dx. Voilà. Et donc, la fonction densité, vous avez aussi l'habitude, ça sera f de x égale, eh bien oui, 1 sur racine de pi, exponentielle, celle qu'on vient de noter, de moins x carré sur 2. Voilà. Voilà la représentation graphique de la fonction de densité, ou de la répartition des valeurs. Cette courbe est appelée courbe en cloche. Courbe en cloche. Ou encore courbe de Gauss. Voilà. Et donc elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc fonction paire, puisqu'elle est définie sur R qui est centré en 0, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc la fonction est paire. On peut le vérifier en disant que grand R est centré en 0 et f de moins x est bien égal à f de x. On n'arrivera pas à donner de formule de cette de formule explicite de la primitive là. Donc on va voir comment on verra comment on travaille avec cette intégrale, sachant qu'on ne va pas réussir à trouver une primitive qui va correspondre au calcul qu'on souhaite. Voilà. Une première propriété. Alors, propriété qui va rejoindre tout ce qu'on a dit auparavant sur les densités, etc. La première propriété, c'est que l'air total sous la courbe est égal à 1, pour qu'on puisse parler de fonction densité de la loi normale. Et à ce moment-là, la probabilité que grand X appartienne à moins l'infini plus l'infini ou à R est égale à 1. Voilà. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vous pourrez l'utiliser comme propriété. Alors, l'espérance, à votre avis, combien elle va faire l'espérance? Oui, j'en ai parlé. Ça va être 0. Je vais revenir dessus. L'écart type, on a dit que c'était 1, d'accord? À ce moment-là, si l'écart type c'est 1, la variance, oui, c'est 1 aussi, puisque l'écart type est égal à la racine carrée de la variance.
Alors, l'espérance, en fait, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de, alors normalement de moins l'infini à plus l'infini, mais qu'on va répartir en moins l'infini à 0 de tf de t. Alors là, il n'y a pas de changement, hein, c'est la même formule que d'habitude, sauf que on ne sait pas faire les intégrales avec moins l'infini. Donc, on met à la place x et on va prendre la limite de cette intégrale quand x tend vers moins l'infini. Et là, il nous manque un morceau. Il nous manque le morceau vers de 0 à plus l'infini. Donc, intégrale de 0 à... Alors, je ne vais pas mettre plus l'infini, je vais mettre y. Et puis, on va prendre de même la limite quand y tend vers plus l'infini de t f de t dt. Voilà. Eh bien, ça c'est le calcul de l'espérance. Alors, vérifions-le justement, ce résultat, puisque les autres, on a dit qu'on les admettait. Alors, le calcul, on va faire le calcul et puis après on aura l'autre par symétrie. On va faire le calcul de l'intégrale de x à 0 de tf de t dt. Eh bien, ce calcul-là, on se rend compte, donc là la fonction de densité c'était 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2. Le 1 sur racine de 2pi, on le sort, c'est la propriété de linéarité de l'intégrale. Hein. Et on obtient intégrale de x à 0 de t exponentielle de moins t2 sur 2. Et bien là, on reconnaît quoi comme forme? On reconnaît u' exponentielle de u. Alors avec un petit souci encore, c'est qu'on n'a pas le signe moins. Et puis le 2, en fait, tout va très bien, puisque la dérivée de t au carré, c'est 2t, et divisé par 2, ça fait t. Donc on a juste le petit souci du signe. Donc on laisse notre constante devant pour ne pas se la promener. Hop, 1 sur racine de 2pi. On prend la primitive. La primitive, donc on a dit que c'était exponentielle de moins t carré sur 2, mais avec un moins, puisque ça c'est moins u' exponentielle de u, hein, entre x et 0. On remplace, ce qui nous donne 1 sur racine de 2pi. En 0, ça va nous donner moins exponentielle de 0, donc moins 1, moins en x exponentielle de moins x carré sur 2. Voilà. Donc ça va nous faire plus. 1 sur racine de 2pi, facteur de moins 1 plus exponentielle de moins x carré sur 2. On va faire la même chose avec y. Voilà. Et on obtient 1 sur racine de 2pi, facteur de moins exponentielle de moins y2 sur 2, plus 1. Alors, effectivement, c'est inversé, puisque c'est pas de x à 0, mais de 0 à y. Donc, les signes sont inversés. Quand on va faire la limite en l'infini, exponentielle de moins x carré sur 2, moins x carré sur 2, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers le tout, ça tend vers moins l'infini. Exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. De même pour exponentielle de moins y2 sur 2, donc les deux tendent vers 0. Puis après, il nous reste moins 1 sur le moins 1 sur racine de 2pi qui est là, et le plus 1 sur racine de 2pi. On les ajoute, on obtient bien l'espérance qui est égale à 0. D'accord? Alors, quelques conséquences qui sont assez importantes et surtout bien comprendre comment cette courbe fonctionne. Si je veux la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 0, ça veut dire que je me place sur cette partie-là. Donc, toute cette distribution-là
c'est P de grand X inférieur ou égal à 0. On a dit que la courbe était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc en fait, c'est la même que l'autre partie, donc c'est égal à P de grand X supérieur ou égal à 0. Sachant que qu'on mette supérieur ou égal ou supérieur strict, puisque c'est une loi continue, une variable aléatoire continue, P de grand X égale 0, c'est 0. Bon, et puisque le total fait 1, bah, la moitié, c'est-à-dire P de grand X supérieur ou égal à 0, ou P de grand X inférieur ou égal à 0, c'est 0,5. Voilà, donc ça représente un demi. Maintenant, si je veux P de grand X inférieur ou égal à moins T, c'est la partie, alors j'ai représenté là moins T, hein, un nombre quelconque là, négatif, moins T, ça va être cette partie-là. Comme la courbe est symétrique, c'est la même que celle qui est là. Donc c'est égal à P de grand X supérieur ou égal à T. D'accord? Si maintenant, je regarde par rapport à toute ma distribution, le total fait 1. Bon, eh bien, si j'enlève toute la partie qui est là, voilà, je considère tout moins cette partie-là, eh bien, c'est la partie qui est en vert, c'est celle dont on parle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins P de grand X inférieur ou égal à T. D'accord? Puisque P de grand X inférieur ou égal à T, c'est tout ça. Hein? D'accord? Voilà, tout ça là. Hop. Sauf les petits pointillés qui sont là. Donc c'est la totalité moins tout ça. Voilà. Alors maintenant, bah, si je veux ce qui est juste en bleu là, eh bien ça va être quoi? Ça va être 1 moins 2 fois ces petits pointillés verts, c'est-à-dire ceux qui sont là et ceux qui sont là. Donc c'est-à-dire moins 2 P de, après je peux prendre grand X supérieur ou égal à T, par exemple. J'aurais pu aussi prendre P de grand X inférieur ou égal à moins T. Hein, ça s'écrit comment ça aussi? Bah, je peux inverser, je peux dire que c'est 2 fois P de grand X inférieur ou égal à T moins 1. Parce que P de grand X inférieur ou égal à T, c'est toute la partie que je viens de... celle-là, là. Si je fais 2 fois ça, moins 1, j'obtiens bien juste la partie qui est en bleu. Voilà. Donc souvent, vous pouvez vous éviter beaucoup de calculs et comprendre beaucoup de choses, rien qu'en manipulant cette courbe en cloche, là, et en manipulant la symétrie, en vous aidant de la symétrie de cette courbe par rapport à l'axe des ordonnées. Voyons maintenant un théorème concernant la loi normale, centrée réduite évidemment. Pour tout alpha compris entre 0 et 1 strictement, il existe un unique réel positif U de alpha, tel que la probabilité que grand X soit compris entre moins U de alpha et U de alpha est égale à 1 moins alpha. Voilà. Vous voyez qu'il y a un unique réel positif U alpha. Ça nous fait penser quand même au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et on va l'utiliser dans la démonstration qui suit. Alors, première chose, d'abord, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, si on prend la probabilité que grand X soit compris en moins T et T, on l'a déjà dit, c'est la même chose que 2 fois la probabilité que grand X soit compris entre 0 et T. D'accord? La probabilité que grand X soit compris en moins T et T, c'est 2 fois cette partie-là. D'accord?
On remplace par l'écriture avec l'intégrale de 0 à t, donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à t de f de x dx. On peut écrire ça sous la forme eh bien, de grand f de t, où grand f, c'est la primitive de petit f qui s'annule en 0. D'accord? Puisque la probabilité que grand x égale 0, c'est 0. Hein, et intégrale de 0 à 0, ça fait bien 0. Donc cette primitive est bien définie de cette manière-là. Alors, elle est continue, cette fonction. D'accord? Puisque c'est une intégrale. Elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Pourquoi elle est strictement croissante? Quand on est à p de x égale 0, ça fait 0. Puis après, on rajoute des petits bouts d'air jusqu'à plus l'infini. On ajoute des choses qui sont positives. Donc, la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Du coup, il en est de même pour 2 fois grand F. Par ailleurs, l'air total là, sous la courbe, c'est 1. Donc la moitié de 0 à plus l'infini, c'est 1 demi. Comment s'écrit la moitié? C'est intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx. Mais on ne sait pas faire intégrale de 0 à plus l'infini. Donc on écrit ça sous la forme limite quand t tend vers plus l'infini de 0 à t de f de x dx. D'accord? Voilà. On vient de dire que ça valait 1 demi. Ok. Et ça, c'est 2 grand f. C'est grand f, pardon. Grand f de t. Et bien à ce moment-là, ça veut dire que la limite de 2 grand f, c'est égal à 1. Puisque la limite de grand f de t, c'est 1 demi. La limite de 2 grand f de t, c'est 1. On peut donc maintenant dresser le tableau de variation de notre fonction. On sait quoi? On sait qu'elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Okay, on sait que la limite de l'intégrale de 0 à t quand t tend vers plus l'infini de 2 f de t est égal à 1. Donc, c'est ceci. Ça, c'est p de grand x supérieur ou égal à 0. En 0, p de grand x, on sait que ça fait 0. Voilà. Prenons maintenant un élément de 0, 1 de l'ensemble image. À ce moment-là, 1 moins alpha, c'est aussi dans cet intervalle. Donc là, je peux prendre 1 moins alpha, puisqu'on a dit que alpha appartient à 0,1. Donc 1 moins alpha appartient aussi à 0,1. La fonction est continue, 2 grand f de t est bien continue, strictement croissante sur 0 plus l'infini. Hein, attention, strictement croissante, ça ne veut rien dire, hein, tout seul. On a toutes les hypothèses du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc il existe un unique réel, compris dans l'intervalle de départ, 0 plus l'infini. Donc ce réel, on a dit qu'on l'appelait U alpha. Il existe un unique réel U alpha de 0 plus l'infini, tel que 2f de t égale 1 moins alpha. Voilà. J'ai oublié de mentionner ici, mais je l'ai mentionné dans la fiche des rocs que je vous ai donnée, que cette démonstration, elle fait partie des démonstrations à savoir-faire. Voilà. À bientôt pour la loi normale, comme on en a un petit peu parlé, hein. N mu sigma. Bon courage!